Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand serviteur de la Lozère. Il y a exercé 40 ans de mandats électoraux, élu ou réélu 23 fois, et il a exercé 12 fonctions publiques différentes. Depuis celle de maire du Petit Venise lozérien, comme on dit, la Canourgue, jusqu'à celle de secrétaire d'État à l'agriculture. Bonjour Jacques Blanc. Et bonjour, et je salue les auditeurs de Radio Margeride. Tu me permets de te tutoyer, Avec plaisir. puisque je sais, j'ai vu au Sénat combien tu te mobilisais et combien tu as travaillé pour la montagne, en particulier avec la NEM, etc. Et donc je suis très heureux de saluer ici tous les auditeurs. Et j'ai un petit message pour Jacques Viala, qui était à l'origine de Radio Margeride. C'était les premières radios libres à l'époque. Oui, les premières à l'OIB, et puis beaucoup de mérite pour tous ces gens qui ont su Qui ont monter su, cette oui, radio toute l'équipe que et je la salue. conserver. Alors la Lozère, pour vous, c'est plus qu'une passion, c'est toute votre vie même. Oui, ben écoutez, accidentellement, je suis né à Rodez, mais à cause de la guerre, mais j'ai vécu toute mon enfance à la Canorgue, j'ai toute ma famille, et je crois profondément qu'on a la chance, quand on vit dans ce département de la Lozère, de pouvoir à la fois aller de l'avant, euh, bénéficier d'un environnement naturel exceptionnel, et la Lozère, c'est une chance pour nous. Donc Euh, elle se mérite. et pour un Aveyronais de naissance, c'est pas si fréquent de retourner comme ça dans son pays, surtout quand on a fait ses études à Toulouse, Oui, qui aurait pu vous conduire ailleurs. vous savez, moi je suis né pas à cause de la guerre à Rodez. Ma mère était ruténoise, mais au bout de 8 jours, elle est revenue à la Canorgue. Donc je suis depuis à la Canorgue. Et je dois dire que j'ai toujours refusé. Par exemple, certains voulaient me pousser pour aller à la mairie de Montpellier. J'ai dit jamais, c'est la mairie de la Canorgue. Et c'est Alors, la Lozère. et on va d'abord parler un petit peu de cette famille de médecins. Chez vous, c'était une tradition hein, depuis les années 1890. Oui, mais ça c'est arrière. Et j'avais un grand-père qui est venu à la Canorgue. Et mon père a été médecin à la Canorgue. J'ai mon frère qui était aussi à la Canorgue. Et j'ai une petite nièce. Et moi, j'ai exercé quand même la médecine à la Canorgue. Et un peu sur tout le secteur. Et quand on est médecin de famille, on apprend beaucoup de la relation humaine, hein, je crois. Oui, surtout qu'à l'époque, on rentrait dans les maisons. Si vous voulez, aujourd'hui, ça a complètement changé. Les médecins, ils font des consultations. On va voir le médecin. Alors qu'à l'époque, c'était le médecin qui venait voir le malade. Et ça permettait de rentrer dans les maisons et de bien mesurer ce qu'était la réalité humaine. Et c'est une chance que j'ai eue pour ma part de pouvoir rentrer dans des maisons tantôt de l'Aubrac, tantôt du COS. Avec, ça permettait d'apprécier des personnalités différentes et bien sûr de la Margeride. Et ça vous a permis de bien connaître les gens. Alors vous avez beaucoup œuvré pour le médico-social en Lozère, on va y revenir tout à l'heure. C'est votre métier qui vous a conduit cet engagement et c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Ben, c'est toujours d'actualité. Je dois dire que aujourd'hui, je préside l'association du Coduni, l'association de lutte contre les fléaux sociaux, et j'y crois beaucoup. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette expérience comme député que je défendais la loi en faveur des personnes handicapées. On y reviendra tout à l'heure. Et vous présidez cette association depuis 40 ans, il faut quand même le dire. On va écouter ce qu'en dit son directeur général, Vincent Bardot, que j'ai pu joindre au téléphone. Ah oui. Quand on me parle de Jacques Blanc et du médico-social, moi, les choses marquantes, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a des idées, qui les fait avancer et qui sait les faire avancer parfois avec un côté un peu bulldozer pour certains, mais dans l'écoute toujours. Donc c'est vraiment ce volontarisme qui, moi, m'a marqué depuis, depuis presque 25 ans de collaboration dans ce binôme président-directeur, dans une grosse association lozérienne. Et donc moi, le côté vraiment qui me vient tout de suite, c'est ce côté volontariste et puis cette capacité d'écoute aussi à la fois. Donc c'est ces deux choses qui sont vraiment importantes et qui, quand on se retourne aujourd'hui, on peut voir toutes les réalisations qui sont faites. Par exemple, sur le complexe euroméditerranéen de Montroda, qui allie alors à la fois la passion du sport et cette volonté, je dirais, forte depuis toujours de travailler auprès du handicap. Et donc, ce complexe qui est dédié
principalement pour des personnes en situation de handicap, pour leur permettre de faire du sport. C'est vraiment, s'il existe aujourd'hui, donc ça fait 15 ans qu'il existe, c'est vraiment la volonté de Jacques Blanc, qui a dit à un moment donné, Paris est candidat pour les Jeux Olympiques, on y va. Résultat des courses, 15 ans après, on a un complexe qui est unique en son genre. On a pu avoir plus de 60-70% même de subventions d'investissement au départ. Et là, c'est vraiment un exemple typique de cette capacité, de ce volontarisme et d'entraîner les gens derrière lui. S'il n'avait pas été président de la 2LFS, ce complexe n'existerait pas. Donc voilà, des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns en tête. Mais derrière ça, il y a toujours cette volonté de faire pour les autres, d'améliorer les conditions de vie et l'image qu'on peut avoir du handicap dans notre société, avec toujours ce sentiment voilà, d'être à l'écoute des autres, de vouloir faire avancer les choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment une chose très, très marquante. Et puis, une dernière chose, je trouve aussi que cette capacité, cet enthousiasme à faire les choses, malgré les années qui passent, cette capacité, cet enthousiasme, moi, je ne le vois pas se mollir ou faiblir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une qualité énorme. Je crois qu'il faudrait ajouter que j'ai eu la chance d'avoir de bons collaborateurs, dont Bardou et d'autres. Alors, ce complexe sportif euro-méditerranéen de Montroda, il est issu directement des Jeux olympiques euro-méditerranéens, mais que vous avez pu faire organiser. Mais comment c'était possible d'organiser un tel événement international ? Il fallait quand même être un peu gonflé. Oui, puis au départ, on était, pour les infirmoteurs cérébraux, à peu près les pilotes. Et donc, on a permis de créer un mouvement pour le sport, offrir à ces infirmoteurs cérébraux une chance supplémentaire d'épanouissement. Et aujourd'hui, le site de Montroda, c'est plus de 250 emplois. Oui, parce que ça s'est diversifié. Il y a la réadaptation fonctionnelle où beaucoup de lozériennes et de lozériens et d'autres d'ailleurs viennent bénéficier des prises en charge. Il y a l'externat en plus de l'internat et il y a aussi toujours le centre enfant et aussi le CESAT qui permet d'aller dans des familles. Donc si vous voulez, on a un arsenal d'intervention au service des personnes en position de handicap pour des jeunes et des moins jeunes. On va faire une première pause musicale avec un titre de Gilbert Bécaud et vous avez beaucoup tenu à Gilbert Bécaud. Pourquoi ? Parce que Gilbert Bécaud est venu en Lozère, figurez-vous, où il est venu marier son fils avec Tania de Bourbon de Parme, dont la famille avait acheté un moulin d'Antagnol dans la vallée de l'Enfer. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Gilbert Bécaud, et puis je l'aime bien, et j'aime bien ses chansons. On écoute. Ça fait un peu vieux peut-être, mais enfin, c'était de mon âge. Mais il y en a certaines qui n'ont pas pris une ride. Hein. On écoute « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières
je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Vous écoutez l'émission Jean du Pays sur Radio Margeride. Jacques Blanc, on connaît le médecin que vous avez été, mais on vous connaît surtout pour votre engagement politique. Pourtant, a priori, rien ne prédisait vos nombreux mandats. Mais parfois, les rencontres peuvent changer aussi le cours de la vie. Oui, parce que je n'avais pas du tout l'intention de faire de la politique. J'étais médecin. Mon père avait fait un infarctus, j'ai tenu la clientèle. On m'a sollicité pour aller aux établissements du Coduni, puis aux établissements de Montrodard, par exemple. Et j'ai eu aussi quand même l'opportunité, la chance de discuter politique avec un ancien préfet qui était dans le cabinet, dans le curie de Pompidou, Claudius Brosse, plus jeune préfet de France à l'époque. Et après l'échec du référendum lancé par le général de Gaulle, je me suis mobilisé et j'ai lancé le comité d'appel à la candidature de Pompidou, parce que je considérais que c'était un homme politique extrêmement solide et enraciné d'ailleurs dans le Massif central, n'est-ce pas? Et donc c'est un peu les fruits du hasard qui ont fait que je me suis mobilisé. Et une fois qu'on y met un doigt, eh ben, c'est toute la main et tout le bras. Et puis à partir de là, tout va s'enchaîner très vite. Le territoire connaît des difficultés. Vous décidez de voilà. de Il vous fallait se mobiliser. Considérant qu'il n'y avait pas de fatalité à cette situation. La Lozère allait mal, et je me suis dit que je pouvais peut-être aider à créer une dynamique nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé, je crois. Et donc, j'ai aussi la chance d'avoir un très bon suppléant, qui est resté suppléant pendant tous mes mandats de député et sénateur. C'est Denis Salaville, n'est-ce pas, qui est malheureusement décédé, mais qui m'a apporté une connaissance profonde du milieu agricole. Le milieu paysan. Le milieu paysan, en particulier du nord de la Lozère et de la Margeride et de l'Aubrac. Alors on est en 1970 et comme avec Jacques Blanc, tout va toujours très vite. En moins de 3 ans, vous vous retrouvez conseiller général, maire de la Canourgue et député de la Lozère. Mais comment c'est possible ? C'est une succession d'opportunités. D'abord, les dates des élections, ce n'est pas moi qui les avais fixées. Mais bon, donc d'abord, je vais au conseil général parce qu'il y avait un conseiller général sortant qui, manifestement, on n'avait pas vu beaucoup. Et la Canourgue et le canton, on avait besoin de remuer un peu tout ça. Et j'étais jeune et j'ai été poussé et donc j'y suis allé. Je ne voulais pas aller à la mairie. Je poussais une dame qui a été ma première adjointe, Mme Delmas, mais qui n'a pas voulu prendre la mairie et donc qui m'a fait élire par le conseil municipal. Et puis, tout s'est enclenché et je me suis mobilisé au niveau national et j'ai décidé d'aller à la députation. Et j'ai eu la chance d'être élu au premier tour. Alors, pendant la campagne électorale des élections législatives, un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors ministre des Finances de Georges Pompidou, est venu vous soutenir en Lozère. Et lors de cette visite, il se trouve qu'il y a eu des annonces qui ont été décisives pour l'avenir de l'usine de Saint-Chély. D'abord, il est venu dans la neige, d'ailleurs. C'était un jour de neige, donc, au mois de mars 1973. Ils avaient atterri à Rodez. Le colonel Marceau Crespin était avec lui. Et heureusement, parce qu'il y a eu un problème pour remplir un hélicoptère de kérosène, il manquait un truc. Et le colonel Crespin a dit, moi, je fais mon affaire. Et ils sont arrivés dans la neige à Saint-Chély, où on l'attendait, n'est-ce pas, dans la salle du cinéma qui était bourrée. Et puis on est allé dans l'usine où il a rencontré les membres du comité d'entreprise. Et c'était capital parce que
c'était le moment où, manifestement, les ferroalliages, il fallait trouver une autre voie de production. Et ils avaient eu un laboratoire qui étudiait les propriétés prismatiques des métaux à grainons orientés. C'est un peu technique, mais donc les patrons de l'époque de cette usine ont su que le ministre des Finances allait les soutenir au maximum, même si ne pouvaient pas débloquer des subventions directes comme c'était des aciers, il y a les règles européennes. Mais ça a été un moment extraordinaire et les responsables de l'usine de l'époque ont décidé de lancer des productions de tôles magnétiques spécialisées. Jacques Blanc, devenir législateur aussi vite, et c'est un changement de vie qui est absolument considérable. Et c'est difficile, non? Il faut lâcher son métier, prendre sa valise pour Paris, toutes les semaines, compliqué. Ah, mais ça change la vie. C'était surtout aussi difficile pour ma femme et peut-être un peu mes enfants, mais enfin, j'ai eu la chance que tout le monde soutienne. Et donc, oui, changement de vie, mais des racines gardées. Toujours les racines de la Lozère. Je crois que je faisais tout pour être au moins tous les week-ends à la Canorgue, chez moi, avec ma famille et mes enfants et mes amis et mes électeurs lozériens que je n'ai pas oubliés. Vous avez fait votre baptême du feu dans l'hémicycle comme rapporteur de la grande loi sur le handicap de 1975 qui a été portée par Simone Veil. Et cette loi, elle a aussi été annoncée en Lozère. Et c'était pas vraiment un hasard. Cette loi est née de l'inauguration par Giscard, lors de son premier voyage officiel de président de la République, où il a inauguré le centre de Bosse, qui était un centre que j'avais lancé pour accueillir et traiter avec des soins permanents des personnes en position de handicap très lourd. Et c'est ce jour-là que Giscard a annoncé qu'il y aurait une loi portée par Madame Veil et René Lenoir. Et j'ai eu la chance d'être rapporteur et un peu compétent, comme j'avais appris à connaître ces dossiers en tant que médecin des établissements sanitaires et sociaux de Lozère. Et c'est grâce à cette loi que sont nées les maisons d'accueil spécialisées et l'allocation adulte handicapé qui a changé quand même la vie des handicapés. Mais il faut de sacrées alliances à l'Assemblée nationale pour arriver au bout d'un tel texte. Je présume que là, chercher les consensus, tout à fait, c'est important. Justement, le fait qu'on savait que Giscard soutenait, avait voulu ce texte, ça m'a beaucoup aidé, même auprès du ministre Fourcade des Finances à l'époque, et bien sûr Madame Veil et Lenoir. Mais incontestablement, il fallait aussi qu'il y ait une vision nouvelle. Et cette loi a apporté ce regard et surtout reconnu la dignité de toute personne en position de handicap, ses droits et ses devoirs. C'était l'article 1 de la loi. Bien sûr, a créé l'allocation handicapée, a créé les maisons d'accueil spécialisées, les commissions départementales en faveur des personnes handicapées, les commissions d'éducation spéciale et aussi des préventions d'obstétrique. Avec l'auteur Sabreux, on avait pu faire passer tout un volet de la prévention. Et quand le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est venu en Lozère, il n'est pas venu les mains vides non plus. Mais non, écoutez, il y a eu, sur la passerelle de la Canorgue d'ailleurs, le grand discours où il a rapporté quoi? Le programme Massif Central avec l'autoroute A75. Elle est née là, elle est née en Lozère. Et ça a été une chance forte pour non seulement la Lozère, mais pour l'ensemble du Massif Central. Ça a été repris après par Chirac au Puy. Bien sûr, et ça a changé considérablement la vie du Massif Central. Oui, parce que c'était un désenclavement dont on avait un besoin énorme. Et un désenclavement culturel aussi. Et ça a créé une dynamique nouvelle. Ça a sauvé l'usine de Saint-Chilé dont on parlait, mais bien des entreprises. Et donc, alors c'est vrai qu'elle n'a pas pu passer partout, ça a créé quelques problèmes, mais il fallait absolument respecter les choix de la direction, et ça nous a sauvés. Parce que si on n'avait pas soutenu, il aurait fallu attendre ce qui s'est passé par exemple au viaduc de Millau, où heureusement d'ailleurs Guesso s'est mobilisé, mais c'est devenu payant. Bon, et là non plus, c'était pas un hasard, parce que vos liens avec le président, ils étaient quand même très forts. Je crois qu'on peut en il dire un mot. Un jour, il a même dit quelque part, vous comprenez, mon ami Jacques Blanc,
il veut que l'autoroute s'arrête devant chaque épicerie de Lozère. Et d'ailleurs, il n'a pas tardé à vous appeler au gouvernement. Et après, il m'a appelé au gouvernement. C'est pas facile de défendre l'agriculture de montagne. Vous étiez secrétaire oui. d'État à l'agriculture, Ça... surtout à un moment où on parlait beaucoup déjà des grandes productions et on oubliait un peu les petits paysans de nos campagnes. Oui, mais je crois d'ailleurs que les paysans de nos campagnes, parfois, oublient ce que l'Europe a fait. Malheureusement. D'abord avec la prime à la vache. On a oublié, on oublie que l'agriculture a été un facteur de protection de l'environnement. La première opération que Chirac avait lancée à ce moment-là comme ministre de l'Agriculture obtenue de Bruxelles, c'était la prime tondeuse. C'est-à-dire, on finançait, parce que la vache, elle maintenait les sols. C'était de l'environnement. Et tu le sais mieux que quiconque, parce que tu t'es battu ô combien à la tête de l'ANEM, la politique de la montagne, qui s'est diversifiée. Alors certes, c'est pas parfait, mais ça a sauvé notre agriculture en montagne, il faut quand même le dire. Oui, ben, ça c'est certain. Et l'Europe y est pour beaucoup. Et l'Europe y est pour beaucoup. Alors l'Europe, on a eu la chance, en Lozère, d'avoir une grande opération. Le PDI Lozère, le Programme de développement intégré. C'est-à-dire que la Lozère a été choisie pour que l'Europe expérimente sur notre territoire lozérien l'application convergente des 3 fonds européens. Ce qui a amené quand même pas mal d'argent. Et incontestablement, cette politique nous a été extrêmement utile. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'Europe, avec ses fonds structurels, amène beaucoup plus d'argent dans nos campagnes que n'en amène l'État en réalité. Oui, c'est l'Europe, l'État ou même la région. Et Dieu sait si je défends la région qui s'est mobilisée. Ça doit marquer une vie, hein, une expérience ministérielle, parce que là, du coup, le temps ne vous appartient plus. Vous trouviez quand même le temps de rentrer chez vous et de faire du vélo ? Oui. Je m'organisais quand même un peu, hein. Mais c'était formidable, l'expérience à la fois nationale et puis européenne, puisque je participais très en permanence au Conseil des ministres de l'agriculture européenne, et donc j'ai pu mesurer quelles étaient les réalités dans nos agricultures. Ça ne vous empêchait pas de rentrer en Lozère chaque fois que c'était possible ? Où je me faisais engueuler d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de règlement pour les brebis, pour les ovins, et que ça a été un aiguillon pour que je fasse passer un règlement qui n'était pas parfait, mais qui nous a un peu sauvés d'une concurrence qui aurait été insupportable des agneaux venus de Nouvelle-Zélande ou d'Australie passant par l'Angleterre, qui venaient juste de rentrer dans l'Europe. Allez, avant de parler de la Canourgue, on va faire une deuxième pause musicale avec un titre de Georges Brassens que vous aimez bien aussi, je crois. Ah oui, 7. Un petit coin de paradis. Eh oui, la Canourgue et la Lozère. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le champ joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays
Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Jacques Blanc, la Canourgue, c'est aussi votre petit coin de paradis. Oui, et toute la Lozère. Alors pourquoi cette expression, la petite Venise lozérienne pour la Canourgue? Parce qu'on a des canaux et qu'on est fiers de ces canaux. Et je crois que ça mérite de les voir, de découvrir le cœur de cette vieille Canourgue. Et pendant pas moins de 7 mandats, vous êtes resté maire de la Canourgue. C'est pratiquement l'équivalent d'une carrière professionnelle. Et tout ça, en plus de toutes vos autres fonctions. Alors, malgré tout ce qu'on entend se cumule, c'est quand même une force aussi. Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est indispensable. Il faut rester enraciné. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir de très bons adjoints, une très bonne équipe, un très bon directeur qui est d'ailleurs maire et qui vient d'être réélu haut la main à la Canourgue, n'est-ce pas? Et garder un mandat local, ça permet de garder le sens des réalités. D'être proche du terrain. Voilà. Et donc, l'interdiction de cumul a créé une situation où les députés sont un peu déracinés. Parce que quand vous n'avez pas vous-même, tu l'as été, tu sais ce que c'est que d'être maire, de prendre ses responsabilités. Et au moins, quand tu parles de sujets, tu as la vision concrète et réaliste des choses. Alors que si on n'a jamais exercé ces mandats, il manque quelque chose. On le voit bien aujourd'hui un peu à l'Assemblée On nationale. le voit totalement. Alors, on ne va pas faire l'inventaire de vos réalisations, mais je présume que certains projets à la Canourgue vous tiennent particulièrement à cœur. Hein. Je pense au lycée piscicole, je pense au golf. Oui, et puis le village de vacances. Et puis l'aménagement du cœur de ville, justement, l'aide pour sauver un certain nombre du patrimoine. Mais je suis assez fier de ce qui a été fait, mais c'est pas que moi. C'est grâce à l'équipe qui a toujours soutenu, et l'équipe à la fois administrative et des élus. Et sans une équipe, on ne fait rien, on n'est jamais seul, c'est toujours le travail collectif qui paye. Exactement, c'est comme pour la Lozère, il faut une équipe. Et vous avez créé à la Canourgue l'une des toutes premières maisons de santé. C'était déjà une façon de lutter contre les déserts médicaux. Ben oui, bien entendu, comme on n'a jamais écouté ce que pour ma part j'ai demandé, mais je ne sais pas combien de fois à la tribune de l'Assemblée puis du Sénat, qu'on forme davantage de médecins et de professions libérales, eh bien, il y a un manque. Ces maisons pluridisciplinaires permettent d'exercer dans des conditions plus favorables et que veulent aujourd'hui les jeunes. Donc c'est une chance pour permettre de faire face aux déserts médicaux. Alors j'ai contacté votre ancien directeur général des services, il se trouve qu'il est devenu lui-même maire de la Canourgue. Et écoutez ce qu'il nous a dit de votre collaboration. Entre Jacques Blanc et moi-même, c'est une histoire qui a démarré en 1978 pour se terminer en 2019, donc 41 ans. Donc ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille avec cet homme qui était d'une vitalité incroyable, toujours à 100 à l'heure. Il fallait pouvoir suivre ce genre de bonhomme. Voilà. Donc ça a été aussi pour moi une expérience enrichissante. Mais avec Monsieur Blanc, c'était surtout, donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, un travailleur infatigable, quelqu'un, un visionnaire, qui a fait pour sa commune ce qui ne se fera plus jamais en l'espace de toutes ces années, bien sûr. C'était pas quelqu'un qui vous faisait esclaffer de rire. Hein. Monsieur Blanc était un homme des plus sérieux qui donnait priorité au travail. D'ailleurs, quand il arrivait, je peux vous dire que c'était dense et condensé. Hein, voilà. Donc, on allait à l'essentiel. Je savais qu'il arrivait, je me préparais pour, je rangeais, il signait une pile de papier et il repartait
en claquant la porte et les papiers qui volent. Mais bon, voilà, c'était ce genre de personnage. À ce propos, j'ai quand même, par exemple, une anecdote. Vous voyez, Monsieur Blanc, un jour où bien souvent, c'est sa femme qui l'a appelé, on était encore en train de travailler, c'était 20 heures, et elle l'attendait pour manger avec les invités, ses enfants certainement aussi, et elle disait, Jacques, mais qu'est-ce que tu fais encore? Depuis qu'on t'attend, qu'est-ce que tu vas arriver bientôt? Enfin voilà, elle était pas très contente, Madame Blanc, Françoise, et son DGS, à l'époque, ce n'était pas moi, qui lui fait, eh ben, toi, Jacques, tu as une femme formidable, tu as une femme en or, hein. Je ne sais pas comment on le fait pour te supporter. Et Jacques Blanc qui lui réplique, eh bien, mon cher Francis, c'était le nom de mon secrétaire en général à l'époque, on a la femme que l'on mérite, tu apprendras. Et qui rajoute, c'est pour ça qu'encore, tu n'es toujours pas marié. Voilà. Donc voilà, ça c'était le genre de situation un peu comique, mais c'était pas, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui s'attardait à vous raconter des histoires. C'était quelqu'un de plus que sérieux. Voilà. C'était pas toujours un long fleuve tranquille de travailler avec vous, surtout à 100 à l'heure et... Il m'a supporté pendant de très nombreuses années, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que aujourd'hui, il fait ce que moi j'avais fait, et parfois en mieux. Par exemple, l'aménagement de la place de la Canorgue, c'est une réalisation qui a été améliorée, et donc c'est un très bon maire. Et en tous les cas, il a le grand mérite de m'avoir supporté pendant des années. Et puis on l'a entendu, pas facile de concilier la vie de famille quand on est un élu comme vous. Pourtant, votre famille, elle est restée votre pilier en fait. Et on m'a même dit que vous rentriez toujours à la Canourgue et du coup vous avez dû en avaler des kilomètres. J'ai fait beaucoup de kilomètres, j'en ai fait en voiture, j'en ai fait même en petit avion, hein, avant qu'il y ait le viaduc de Millau, hein, pour descendre à Montpellier. C'était un peu, aujourd'hui on me le reprocherait peut-être, mais ça me permettait quand même de faire des allées et venues plus rapides. Mais c'est vrai que j'ai toujours tenu à garder ce lien profond, à la fois avec les Canourguais et avec ma famille. Jacques Blanc, ce mandat de maire, on dit que c'est le plus beau mandat, c'est votre avis? Oui, parce que c'est là où il faut plusieurs années, mais on peut décider de faire. Et on voit ce qu'on a fait. Et on est puis proche des gens. on était en contact direct avec la population. On se fait engueuler. Hein. Je crois que l'archer nous disait qu'on était à portée de fusil. Mais moi, en tous les cas, je considère que ça a été une chance très forte d'être maire de la Canorgue. Cet attachement à la mairie, c'est peut-être ce qui explique aussi que vous avez présidé l'association des maires de la Lozère pendant 45 ans. Oui, et alors figurez-vous que hier soir, j'ai été maintenu comme président d'honneur de l'association des maires qui venait d'être renouvelée. Oui, mais c'est mérité. Et donc, si vous voulez, ça me fait très plaisir, hein, puisque les anciens et les nouveaux ont été très sympas à mon égard. Et il se trouve que je connais bien quelqu'un qui a été l'une de vos directrices, et je l'ai appelée au téléphone. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Jacques Blanc, c'était le président. Pendant 45 ans, il a été président de l'association des maires de la Lozère. Et j'ai eu la chance d'y travailler avec lui au service des communes lozériennes. Car oui, Jacques Blanc, il m'a appris à aimer les communes, leurs maires, leurs élus. Il en était un ardent défenseur dans chaque réunion, dans chaque déplacement. Je me souviens de comités de programmation de crédit européen en préfecture amende où il faisait la leçon, la vraie leçon aux fonctionnaires en leur expliquant que c'était aux élus de décider et non pas aux technocrates. Je pense d'ailleurs que certains de la DDT ou de la préfecture s'en souviennent encore. Il marquait tellement les réunions. Et puis, les dossiers les plus mal engagés finissaient toujours par être financés, portés par sa force de persuasion et son caractère. Pour lui, c'était à chaque fois une bataille pour les communes et il adorait nous en parler. Il adorait nous faire partager tous ses souvenirs, toutes ses analyses à chaque fois qu'il traversait ses villages, quand il voyait des aménagements réalisés dans les centres-bourgs, parce qu'il parcourait à vélo cette Lozère qu'il aimait tant en montant de la vallée du Lot, de la Canourgue jusqu'à l'Aubrac, là-haut, au-dessus de Trélin, avec son ami Carsenac. Alors Jacques Blanc, il m'a donné cette passion pour les territoires ruraux, il m'a transmis cette conviction intime, forte en lui, que nous avons plus que jamais besoin de nos racines et d'hommes et de femmes engagés pour construire leur avenir.
Et apparemment, vous n'aimez pas trop les technocrates, hein, Jacques. Je crois qu'il faut que les élus remplissent leur mission et ne se laissent pas intoxiquer. Je l'ai vu justement tout à l'heure, on parlait de la pénurie de médecins. Ce sont les technocrates du ministère de la Santé qui embobinaient les ministres et moyennant quoi on n'a pas formé les gens dont on avait besoin. Donc les élus doivent pouvoir décider. En fait, vous aimez les élus locaux, vous aimez les maires et l'action locale comme vous aimez les gens. Et au lendemain des élections municipales, vous avez un petit message pour tous ces nouveaux élus qui se sont engagés, qui nous écoutent? Oui, j'ai envie de leur dire que d'abord, bravo de s'être engagés. On a besoin de gens qui s'engagent. Que ça ne sera pas facile, parce qu'il y a des réglementations toujours un peu plus compliquées. Qu'il y a aussi des contraintes et des exigences d'une population qui parfois est un peu difficile. Mais que c'est très exaltant et qu'il ne faut pas se décourager. Quand il y a un obstacle, il faut le surmonter. Et je crois d'ailleurs qu'au niveau de l'association des maires, ils pourront trouver un soutien si nécessaire. Et donc, bravo pour être là. Et c'est capital pour la vie dans notre territoire qu'il y ait des élus qui s'impliquent. Allez, on écoute un peu de musique encore avec un titre que vous aimez bien aussi. C'est La Montagne de Jean Ferrat. Oui, c'est la montagne que j'aime. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Vous écoutez l'émission Gens du Pays sur Radio Margeride et nous sommes en compagnie de Jacques Blanc, un médecin et un élu qui a consacré toute sa vie à militer farouchement pour la Lozère et les territoires ruraux bien sûr, et la montagne, Jacques. Et la montagne. Et en particulier, je dois dire qu'au niveau régional, j'ai lancé un programme montagne qui permettait d'aider dans nos communes. Et bien justement, on va parler de la région.
Vous avez été le tout premier président de la région Languedoc-Roussillon élu au suffrage universel. Et vous l'êtes resté pendant 18 ans, de 86 à 2004. Mais comment c'est possible pour un élu d'un département aussi rural d'être élu président de région? Bon, d'abord, il faut savoir que dans notre région Languedoc-Roussillon, il y a 5 départements, et ces 5 départements ont tous un peu de montagne, justement, hein, et partagent un certain nombre de difficultés de maintenir la vie dans ces montagnes. D'autre part, le combat était un peu à une hyper-centralisation qu'aurait souhaité Georges Frêche, et une volonté pour ma part d'avoir une conception d'aménagement du territoire à partir d'une vision multipolaire, et non pas d'une vision hyper centralisée. On ne contestait pas Montpellier comme capitale régionale, mais les autres villes portent eux aussi des atouts pour la région. Et donc c'était un choix aussi assez fondamental de politique régionale, d'une vision d'une région qui croit en son avenir, mais qui pense que chacune des villes, chaque ville a un rôle important à jouer, a droit à l'université, à la recherche, au développement industriel. Et donc le message que j'ai porté était un message quand même assez fort. Et le fait d'être élu lozérien créditait ce message. Ce n'était pas un artifice de campagne. Et donc j'ai eu la chance, en effet, dans des conditions difficiles. J'ai jamais eu de majorité à moi. Tantôt c'était les uns qui votaient pour moi, tantôt c'était les autres. De temps en temps, ça a créé des problèmes, mais j'ai toujours pu réussir à faire ce que je pensais bon et juste pour le développement équilibré et harmonieux du Languedoc-Roussillon. Et cette région, vous l'avez gérée pendant pratiquement 8 années en binôme 18. Avec un directeur général. Oui. Pendant 8 ans, vous avez géré la région avec un directeur général qui était M. Bernard Paumel. Oui. C'est un grand préfet et qui est resté votre ami. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire, je vous signale. Mais je lui souhaite un bon anniversaire. Alors. Et il m'a raconté son parcours auprès de vous. On va l'écouter. En novembre 1978, j'ai rejoint Jacques Blanc à Paris jusqu'au 10 mai 1981. Et là, nous sommes convenus que s'il était un jour président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, il me demanderait de venir comme directeur général des services de la région. En 1986, il a respecté son engagement et j'ai honoré ma promesse. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Montpellier le 1er mai 1986. Vous voyez, c'est presque un anniversaire. Et nous avons poursuivi une relation de travail dans la franchise et la clarté. Certes, j'ironisais sur les crédits destinés à la Lozère, notre chère, très chère Lozère. Mais je partageais totalement sa conception du développement et de l'aménagement du territoire. Notre relation était basée sur l'estime réciproque et sur le respect partagé. Elle a donné lieu à une grande complicité dans l'approche des problèmes et une profonde amitié dans la vie. Et nous avons fait de grandes et belles choses avec une équipe formidable. Je suis resté 8 ans directeur général des services de la région auprès de lui, et il fallait bien qu'un jour je rejoigne l'administration de l'État. C'est la période la plus extraordinaire de ma vie, de bourlingueur de l'intérieur. Le plus beau cadeau que m'ait fait l'administration de l'État, c'est d'avoir à plusieurs reprises m'avoir permis d'œuvrer auprès de Jacques Blanc. Si je comprends bien, vous avez formé un sacré binôme tous les deux, et puis vous avez mené aussi beaucoup de projets pour la Lozère. Oui, c'était un homme très solide, très rigoureux, un bourreau de travail énorme, mais une confiance totale, réciproque. Et ça a été une chance énorme pour la région et pour moi-même. Et du coup, vous avez pu mener des projets très structurants pour la Lozère. Je pense au pôle universitaire, bien je sûr, pense à d'autres projets. Les lycées dont on parlait, les universités amandes, Saint-Chély-d'Apcher, le lycée hôtelier, Orfeuillette,
à l'époque. Une université à Orfeuillette, fallait le faire oui, quand il même. fallait le faire avec Gibelin à l'époque. Mais incontestablement, on a pu au niveau régional répondre aussi aux besoins des petites communes dans le programme d'aménagement du territoire, d'aménagement du village. Mais être président de région lozérien, justement, c'est sans doute un plus, mais c'est aussi beaucoup de sollicitations, hein, je présume. Ah ben oui, et je dois dire qu'à la réunion des maires, l'autre jour, Jean Delescure, maire et président de la communauté du Mont-Lozère, racontait au nouveau maire qui était là la manière dont il m'appelait pour avoir les subventions pour ces projets. Et beaucoup de Lozériens s'en souviennent donc, et vous avez aussi beaucoup travaillé avec eux. On va écouter le témoignage de Francis Atrazic. Il était président du syndicat des hôteliers de Lozère, et vous allez voir, il nous parle des réunions auxquelles vous avez assisté ensemble. Ben effectivement, hein, j'ai travaillé pendant des années avec Jacques Blanc, et j'ai vécu son attachement viscéral à la Lozère. Et j'ai pu constater également sa capacité d'écoute, et puis son intuition qui lui permettait de ressentir les choses, tout simplement. Lorsque j'ai été élu président du syndicat des hôteliers de Lozère, on avait travaillé au niveau du bureau à ce qui aurait pu être un programme de soutien à l'hôtellerie lozérienne. Et je me souviens qu'à l'occasion d'une assemblée générale du comité départemental du tourisme et de la CELO à Mende, l'ambiance était un petit peu tendue au regard des actions et des investissements de la CELO dans le secteur hôtelier. Parce que bon nombre de professionnels considéraient que c'était une concurrence déloyale, tout simplement. Alors, Jacques Blanc avait été un petit peu agacé et avait laissé sous-entendre que les hôteliers étaient toujours bons pour rouspéter. Alors j'avais alors pris la parole et je lui avais demandé s'il serait prêt, lui, à soutenir un programme d'investissement pour nos professions. Alors il a été pris un petit peu au dépourvu, mais on avait fait la patch à la lozérienne, aussi sec et en direct devant tout le monde. Et ça avait été un très très grand moment. Et ça a d'ailleurs donné naissance au plan de modernisation de l'hôtellerie lozérienne, avec le département, la région, l'Europe. Et en 3 ans, quelques 120 dossiers de rénovation structurelle et un programme complémentaire sur les équipements de loisirs comme la piscine, les spas, les remises en forme. De la même façon, j'étais à la tête de la Fédération nationale de la restauration française. Je me plaignais régulièrement que la restauration n'ait pas de programme de soutien spécifique. Alors, même si politiquement c'était un peu compliqué pour lui de ne mettre en avant qu'une petite partie des restaurateurs, il avait accepté de valoriser les restaurateurs de France au niveau régional et ça avait suscité une explosion vraiment importante de labellisation en Languedoc-Roussillon. Ça avait également permis beaucoup d'évolutions au niveau national. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais je crois que pour faire simple, je dois simplement dire que Jacques Blanc avait compris que c'était bien d'écouter, mais que c'était encore mieux d'entendre et surtout d'agir. Vous tapiez souvent la patch, comme ça, c'est plus tellement fréquent. Et puis, comme l'a dit M. Atrazic, écouter c'est bien, entendre et faire c'est mieux. C'est votre credo. Si on peut faire justement, c'est quand on a la chance d'avoir des interlocuteurs comme lui, comme des responsables socioprofessionnels qui sont en plein engagés et qui eux aussi ont envie qu'on fasse et non pas qu'on parle. Et à Lozère, vous avez su unir vos moyens avec les socioprofessionnels, les élus, pour faire entendre votre voix. Oui, et en particulier au niveau du comité départemental du tourisme ou de la CELO, quand même, on a pu faire beaucoup de choses. Quand je vois que j'arrive à Saint-Chély-d'Apcher, que je vois l'usine de Saint-Chély-d'Apcher, ben, je dis qu'on l'avait un peu sauvé la première fois avec Giscard, et puis la deuxième fois, quand la CELO a construit cette usine, qui est propriété de la CELO, avec un contrat de commercialisation avec ArcelorMittal. C'est une histoire formidable. Vous avez été aussi un ambassadeur de cette région Languedoc-Roussillon. On le sait moins, mais on va en parler. Écoutez le récit de Stéphane Rossignol, qui vous a accompagné à plusieurs reprises dans vos déplacements. Il est aujourd'hui maire de la Grande-Motte. Moi, ce que je retiens de Jacques Blanc, c'est un homme qui est amoureux de son terroir.
amoureux de la Lozère, bien entendu, mais aussi et surtout de ce Languedoc-Roussillon qu'il a chéri, qu'il a façonné, parce que lorsqu'il a été élu pour la première fois en 1986 à la tête de cette région nouvelle, elle n'existait pas, elle avait peu d'existence entre la vallée du Rhône gardoise et les Catalans des Pyrénées-Orientales. Il y avait beaucoup de différences et il a su unifier cela. Alors on a fait beaucoup de choses, on a bourlingué, si je puis dire, des anecdotes, il y en a des quantités, mais je repense à un voyage culturel autour du livre à Cuba, où lors de l'inauguration d'un salon du livre en présence de Fidel Castro, à la tête de Cuba à cette époque-là, Jacques Blanc avait failli se faire embarquer par la police cubaine parce qu'il voulait forcer un barrage, entre guillemets, qui empêchait l'accès au salon où étaient exposés des écrivains du Languedoc-Roussillon qu'on avait amenés à ce salon littéraire à Cuba. Donc on avait passé un moment incroyable où Jacques Blanc, ne parlant ni l'espagnol ni l'anglais, essayait de se faire entendre, de se faire comprendre. Il a bien fallu que nous soyons là pour empêcher que l'armée et la police cubaine n'emportent Jacques Blanc dans les geôles cubaines. Et puis on a aussi vécu un autre moment important lorsque on est allé vendre nos vins aux États-Unis, en particulier à New York, où le consul de France nous avait proposé le consulat pour présenter les vins du Languedoc-Roussillon avec nos grands chefs cuisiniers du Languedoc-Roussillon. Jacques Blanc, comme toujours, qui vit à 100 à l'heure entre Montpellier et New York, pour être présent, juste pour venir au discours de présentation de nos viticulteurs devant le consul et surtout devant les acheteurs américains qui étaient surpris de voir un président arriver aussi vite et repartir aussi vite qu'il était arrivé. Jacques Blanc, moi, c'est un ami fidèle. Beaucoup lui ont tourné le dos moi, après son départ de la région Languedoc-Roussillon. Nous, eh bien, cette fidélité, elle est toujours présente puisqu'il ne manque pas aucun rendez-vous auquel je l'invite à la Grande Motte ou dans mon agglomération. Et encore cette année, il était présent, fidèle à mes vœux à la Grande Motte au mois de janvier, ainsi qu'à mes vœux à l'agglomération du Pays de l'Or. Donc je dois dire qu'il est rare en politique d'avoir de tels liens d'amitié, de fidélité. Et s'il y a bien ce qu'on peut retenir de Jacques Blanc, c'est ça, c'est la fidélité et l'amitié qu'il peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qu'il apprécie. Et c'est moi qui ai beaucoup d'amitié pour lui. Et je vous rappelle qu'il vient de se faire réélire à la Grande Motte avec 80% des voix. Oui, c'est quelqu'un qui est très apprécié là-bas. Oui. Mais tout ça, ce sont des sacrés souvenirs entre vous. Ah ben oui, c'est sûr. Et à 100 à l'heure, et plus que ça. Et plus que ça, oui. Ouais, et puis l'amitié, il y fait référence, c'est quand même très important et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. On peut faire de la politique et garder des amis. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui compte beaucoup voilà. pour vous. Alors, ce qu'on sait un peu moins dans le grand public, c'est que vous vous êtes aussi engagé au comité des régions. C'est quelque chose qui est moins connu. Et pour en savoir plus, j'ai appelé Laurent Thiol. Il a été votre directeur de cabinet à la région, mais aussi votre directeur au comité des régions d'Europe. Et voilà ce qu'il nous a dit. Jacques Blanc, il a surpris tout le monde en conquérant le comité des régions en 1994, où il a battu au deuxième tour le maire de Barcelone, c'était pas rien, il sortait des Jeux Olympiques, et le président de la Flandre, une puissante région belge. Il est arrivé avec l'idée qu'il fallait absolument imposer dans l'équilibre territorial européen les territoires de montagne, les territoires ruraux, de manière à favoriser un aménagement équilibré de l'ensemble européen. Je crois qu'il avait eu cette intuition qui a porté ses fruits, puisque aujourd'hui, le premier budget de l'Union européenne est consacré à la politique régionale et de cohésion, et c'est grâce à des visionnaires comme l'a été Jacques Blanc en 1994 que cette idée a pu faire son chemin. Et quand il parlait de territoire, bien évidemment, il ressassait sans arrêt son amour pour la Lozère, et aussi il disait que je fais de la politique parce que j'aime les gens. Il fallait bien cela pour aller à la conquête, comme il l'a fait, d'une région Languedoc-Roussillon et ensuite du comité européen des régions. Sacré challenge pour un élu rural face aux dinosaures des grandes régions européennes, mais je présume que là, la campagne n'a pas dû être facile. Non, mais justement, j'ai fait la campagne avec Laurent Thiol, qui parlait anglais, lui, alors que moi, c'était plus difficile. Et on est allé
voir les grands électeurs en Europe, comme j'ai fait en Lozère. C'est-à-dire que on a fait une vraie campagne européenne. Et j'ai eu la chance que ça marche. Et je dois dire que un jour, le président de la République, du moins sa sœur, m'avait invité à la remise de la Légion d'honneur par Giscard à sa sœur, chez eux. Et puis, j'étais le seul extérieur. Et je dis au président, Monsieur le Président, permettez-moi de partir parce que je pars en Grèce où j'ai des rendez-vous pour ma campagne pour le comité des régions. Et Giscard, il m'a dit, écoutez Jacques, vous êtes à la fois malin et naïf. Mais attention, le comité des régions, c'est pas joué. Donc je suis allé à Athènes, j'ai vu les élus régionaux d'Athènes, comme j'avais vu ceux dans d'autres pays. Et puis j'ai appris ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait comme candidat contre à la fois donc Maragall, le maire de Barcelone, et le grand maître de la Lombardie, flamand, Van de Brand. Élection à 3, j'étais en tête d'une voix. Van de Brand s'est retiré et j'ai été élu. Et après, j'ai été vice-président. Enfin, ça s'est bien passé. Et finalement, cette double candidature, elle vous a permis d'être président. Et surtout que j'étais candidat sans être soutenu ni par le PPE, ni par le Parti Socialiste, puisqu'ils avaient chacun un candidat. Et qui ne me l'avait pas dit. Alors Giscard devait le savoir, mais il n'a pas osé me le dire non plus. Et donc, moi, j'ai continué ma campagne. Et ça a marché. Et je suis très heureux d'avoir fait ça parce que ça m'a apporté. Tout le monde s'en fout en France, mais c'est une erreur. Le comité des régions, c'était le moyen d'apporter au niveau européen le fruit de ces expériences de terrain qu'on peut avoir. Et c'est grâce justement à ce réseau des régions d'Europe que vous avez pu faire entendre plus fortement la voix de la montagne aussi. Tout à fait, tout à fait. Avec les politiques de massif. À la fois la voix de la montagne et puis le volet méditerranéen. Alors vous avez été aussi élu au Sénat. Et vous qui avez eu la chance de siéger dans les deux assemblées, oui. Alors c'est laquelle que vous préférez? Alors c'est des assemblées totalement, où la vie est totalement différente. À l'Assemblée, si on a la chance de pouvoir prendre un rapport, de faire des choses, ça peut être tout à fait enthousiasmant. C'est ce qui m'est arrivé à l'occasion de ce texte sur les personnes en position de handicap, sur une loi aussi sur l'aménagement du territoire, enfin bref. Au Sénat, on peut approfondir les choses. Et par exemple, c'est d'actualité aujourd'hui, et tout le monde s'en fout, mais non, pas moi, j'avais fait un rapport sur les terres rares. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Et j'avais essayé d'approfondir une approche, mais on n'est pas décisif. Donc, si vous voulez, moi j'ai été très heureux, 28 ans à l'Assemblée, 10 ans au Sénat, je crois que c'est très complémentaire. Et en tous les cas, je suis convaincu de vraiment la chance qu'on a d'avoir deux assemblées en France. Je défends le bicaméralisme. Et il ne faut surtout pas opposer l'une à l'autre. Et il ne faut surtout pas opposer une à l'autre. Et il faut garder au Sénat cette distance, que tu as bien connue d'ailleurs, puisque tu as été un sénateur actif et reconnu. Hein. Il faut garder cette distance et ne pas tomber dans le piège de vouloir coller complètement à l'Assemblée. Et au Sénat, vous avez présidé le groupe Montagne et du coup, vous avez aussi travaillé beaucoup pour la montagne avec une mission d'information qui a permis aussi de prendre beaucoup de mesures pour la montagne. Tout à fait, avec vraiment une approche transpartisane. Hein, et je crois qu'on a... C'est la force des montagnards, ça. C'est la force des montagnards. Il faut que ça reste. On va bientôt arriver au terme de cette émission, mais avant, j'aimerais vous faire entendre un dernier témoignage. C'est celui d'un ami fidèle avec lequel vous partagez votre passion pour le vélo. C'est Jean-Louis Carsenac. On va l'écouter. J'ai la particularité de le connaître à la fois à la ville et à l'écran, comme on dit les artistes, c'est-à-dire que je suis son compagnon de route au sens propre, puisque nous partageons une passion commune, c'est la passion du vélo.
À ce propos, j'ai une anecdote qui est caractéristique de son tempérament. Je m'étais testé sur un col des Alpes à propos d'un voyage, à l'occasion d'un voyage vers l'Italie. Et donc, j'ai arrivé au sommet du Galibier. Je l'appelle immédiatement et la question arrive tout de suite. Il me dit, est-ce que tu crois que je suis capable de le faire? Et effectivement, je lui réponds, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Arrivé à Marvejols quelques jours plus tard, le téléphone, j'ai Jacques Blanc au téléphone, qui me dit, dis donc, j'ai réussi dans mon emploi du temps à dégager 2 jours. Est-ce que on pourrait peut-être revenir au Galibier tous les deux? Donc on est revenu, on s'est reparti sur Serre Chevalier et on a enchaîné l'Otaré-Galibier. Et donc ça m'a valu de faire le Galibier 2 fois dans un délai de 15 jours. Et ce qui me permet aussi de dire que j'ai fait gravir à Jacques Blanc les plus hauts sommets de sa carrière, en plaisantant effectivement, en précisant carrière cycliste bien sûr. Et j'ai une seconde anecdote qui concerne davantage le personnage politique. Nous étions tous les deux à pied dans la Canourde lorsque je l'ai entendu interpellé par un couple de touristes de la région après les élections régionales de 2004 et qui lui ont dit Monsieur Blanc, on est content de vous voir. On n'est pas du même bord politique que vous, on n'a pas voté pour vous, mais vous savez, on le regrette profondément. Et ces paroles-là m'ont paru être un hommage exceptionnel à l'homme politique qu'il a été. Donc, pour caractériser Jacques Blanc, je dirais que j'ai une opinion qui est à la fois subjective, mais très objective aussi. C'est un homme fidèle en amitié, un humaniste qui aime profondément son prochain et qui a fait de la politique pour faire des choses dans le sens de l'intérêt commun. Oui, mais il oublie de dire que c'est avec lui qu'on a pu développer aussi un certain nombre d'actions en faveur des personnes en position de handicap, puisque c'est le vice-président de mon association et il m'a apporté une connaissance tout à fait forte, puisqu'il a été longtemps directeur du centre d'Entrenas, ancien instituteur spécialisé pour l'approche des personnes en position de handicap. Et donc c'est un très très bon ami et il m'a apporté beaucoup. Et à 86 ans, vous faites toujours du vélo avec lui? Et à 86 ans, on fait du vélo avec lui, même si de temps en temps, on a un peu une opération du genou ou de l'hanche, hein, mais il a repris toujours. Et c'est avec lui qu'on a fait plus de 50 000 kilomètres. Jacques Blanc, en fait, on l'a entendu tout au long de cette émission, vous aimez les gens, vous aimez les mobiliser, vous aimez les fédérer, et ça a beaucoup compté dans votre parcours incroyable, non? Oui, mais eux m'aiment bien aussi, alors ça va. Ah ben c'est réciproque, donc. Et puis votre attachement profond à vos racines lozériennes, c'est aussi une force de persuasion qui est redoutablement efficace. On l'a vu à plusieurs reprises. Elle peut même être déterminante, hein, je crois. Mais vous savez, la vie m'a appris justement qu'il faut savoir se battre. L'exercice de médecine, même si ça a été court hein, dans ma vie, enfin court, mais ça a compté, ça m'a appris à ce que d'abord il ne faut jamais désespérer. Quelles que soient les situations, il faut essayer d'apporter un mieux. Et mon expérience dans le secteur de l'enfance ou des adultes en position de handicap rejoint celle-là. Il faut en permanence offrir le maximum de chances d'épanouissement aux uns et aux autres. Et surtout, vous ne lâchez rien et vous ne lâchez jamais rien. C'est bien il ne faut ça. Pas lâcher, il faut se battre. Et surtout quand on est un élu rural comme vous et qu'on a affaire à quelquefois justement à des milieux beaucoup plus urbains, c'est pas facile de se faire entendre. Ils nous prennent pour des ploucs. Ils nous prennent pour des ploucs, mais quelquefois ça nous arrange bien. Oui, bien. Il vaut mieux passer pour un plouc et puis faire passer un dossier. Exactement. Alors j'ai une dernière question, Jacques Blanc. Vous la voyez comment demain, cette Lozère que vous aimez tant, dans le contexte de mutation profonde qu'on connaît? Je crois que la Lozère est une pépite qui mérite d'être préservée. Et ça peut être une démonstration d'une capacité de développement et de protection de nature et d'environnement, du vrai développement durable. Et je crois vraiment que en Lozère, on peut démontrer que c'est l'homme qui permet à la nature de rester disponible pour l'homme même et pour permettre à l'homme, en se réconciliant avec la nature, de se réconcilier
avec lui-même. Mais si c'est la dernière question, vous me permettrez de féliciter et de remercier Radio Margeride, son fondateur, je l'ai dit tout à l'heure, vous-même, désormais, toute l'équipe qui participe, parce que c'est la démonstration qu'on peut faire vivre avec des bénévoles, avec aussi les soutiens qui apparaissent, qu'on peut faire vivre une radio qui irrigue sur un territoire rural. Donc, bravo à Radio Margeride, salut à Jacques Viala, salut à vous tous. J'ai été heureux de venir ici. Merci Jacques Blanc de nous avoir fait partager ce beau moment d'échange et surtout d'avoir partagé avec nous sur Radio Margeride votre passion pour la Lozère. Hein. C'est bien connu, hein, et pour la ruralité et pour les gens aussi, parce que vous les aimez beaucoup, les gens. Merci à tous nos intervenants. Ils étaient nombreux aujourd'hui, hein, et merci pour leur disponibilité. Et merci à toute l'équipe de Radio Margeride et à Luigi qui nous ont accompagnés pour préparer cette émission. Et merci aussi à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur Radio Margeride.